L'histoire qu'on m'a racontée, c'est que mon arrière-grand-père, mon grand-père décide de se partir en affaires. Puis il était entrepreneur, faut croire. Hein? Et il se lance là-dedans avec un camion. Puis la localisation où on était, c'était Laurier Station. Donc, où il y a la Grande Courbe, on s'en allait vers Québec, lorsqu'on s'en va à Québec. Et il y avait un garage là-dessus. Fait que, faire de la mécanique, déneigement de chemin, construire des chemins pour le gouvernement dans le temps. Mm-hmm. Mais c'était des hauts et des bas, hein, parce que ce qu'on m'a dit, c'était que quand tu votais du bon bord, dans ce temps-là, tu avais les contrats. Si tu votais du mauvais côté, ça allait mal, puis tout ça. Fait que petit à petit, avec la demande des gens du village, je crois, il y a eu une demande pour transporter des biens, de la nourriture ou autre, de Québec vers Laurier Station. Et puis là, il a commencé à faire du transport comme ça pour évoluer là-dedans jusqu'en, je dirais, 70, à peu près. Mon père, lui, s'est joint à l'organisation en 67. Moi, je suis né à Causa-du-Cal, dans la vallée de la Métapédia. Okay. On est des gens du bas du fleuve. Et il n'y avait pas d'ouvrage là-bas. Fait que mon père demande à mon grand-père, il dit « Est-ce que je peux me joindre à ton organisation? » Je suis pour tout donner mes profits à quelqu'un d'autre. Je suis aussi bien de fermer mon entreprise. Fait que non, j'ai rien pour toi. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Jean-François Audet de l'entreprise VA Transport. Toujours avec moi, à mes côtés, mon associé et mon co-animateur, Normand Chadwick. Bonjour. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers à des gens d'affaires, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Alors, bienvenue sur notre plateau, Jean-François. Merci bien. Merci à vous. Merci, Normand. On a bien hâte de faire découvrir ton histoire à d'autres entrepreneurs qui nous écoutent le matin, des fois entre chez eux puis le travail ou en faisant leur exercice ou à d'autres moments, mais c'est un peu ça qu'on veut faire vivre avec ce podcast-ci. Excellent. On va lire une courte bio avant de commencer la chicane. Yes. Alors, Jean-François, tu es le président de VA Transport, VA Inc., une entreprise familiale qui a été fondée en 1954 par ton arrière-grand-père et ton père. Mon grand-père. Et ton grand-père, pardon. Yes. Spécialisé dans le transport de meubles et d'électroménagers, du moins c'est le cas aujourd'hui, mais comme tu te mentionnais, c'est quelque chose qui a évolué au fil des temps. Une cinquantaine d'employés à l'époque, éventuellement jusqu'à plus de 350 aujourd'hui, donc une entreprise qui a eu une belle période d'expansion, notamment l'Ontario, des provinces en Atlantique aussi, des acquisitions stratégiques, beaucoup de défis, une réorganisation lors d'un changement de loi assez important aussi. Alors, c'est d'un peu tout ça qu'on a envie de jaser aujourd'hui. Tu as également fait le parcours à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Absolument, oui. Et c'est à travers un peu ce réseau-là que quelqu'un nous a présenté quelqu'un qui nous a présenté quelqu'un qui nous a présenté à toi. Et nous voilà. Nous voilà aujourd'hui. Fait que commençons un peu par l'histoire. Écoute, une entreprise quand même qui est à sa 4e génération déjà aujourd'hui. Oui. C'était quoi le début de cette business-là en 1954, du moins les histoires qu'on t'a racontées? L'histoire qu'on m'a racontée, c'est que mon arrière-grand-père, mon grand-père décide de se partir en affaires. Puis il était entrepreneur, faut croire. Hein? Et il se lance là-dedans avec un camion. Puis la localisation où on était, c'était Laurier Station. Donc, où il y a la Grande Courbe, on s'en allait vers Québec, lorsqu'on s'en va à Québec. Et il y avait un garage là-dessus. Fait que, faire de la mécanique, déneigement de chemin, construire des chemins pour le gouvernement dans le temps. Mm-hmm. Mais c'était des hauts et des bas, hein, parce que ce qu'on m'a dit, c'était que quand tu votais du bon bord, dans ce temps-là, tu avais les contrats. Si tu votais du mauvais côté, ça allait mal, puis tout ça. Fait que, petit à petit, avec la demande des gens du village, je crois, il y a eu une demande pour transporter des biens, de la nourriture ou autre, de Québec vers Laurier Station. Et puis là, il a commencé à faire du transport comme ça pour évoluer là-dedans jusqu'en, je dirais, 70, à peu près. Mon père, lui, s'est joint à l'organisation en 67. Moi, je suis né à Causa-du-Cal, dans la vallée de la Métapédia. Okay. On est des gens du bas du fleuve. Et il n'y avait pas d'ouvrage là-bas. Fait que mon père demande à mon grand-père, il dit « Est-ce que je peux me joindre à ton organisation? »
Ben, je suis pour tout donner mes profits à quelqu'un d'autre. Je suis aussi bien de former mon entreprise. Fait que non, j'ai rien pour toi. Fait que, ça a commencé de même. 2 semaines après, mon père avait déménagé à Laurier Station, ou dans la région. Puis il avait décidé de travailler pour mon grand-père d'une manière forcée. Fait qu'il s'était imposé un peu. Il avait besoin d'aide. Il ne savait pas, mon grand-père, mais il avait besoin d'aide pour l'administration, certaines choses, puis mettre de l'ordre un petit peu, puis peut-être prendre de la croissance. Alors, mon père est arrivé, puis il a commencé à s'intégrer dans l'organisation. Puis à cette époque-là, juste, excuse-moi de te couper, mais à cette époque-là, on parle... c'est quoi la grosseur de la business ce jour-là? C'était 3 camions, peut-être. 3 camions, quelques employés. Quelques employés, pas grand-chose. Transport général. C'était devenu une entreprise de transport qui faisait du... Puis là, dans ce temps-là, c'était des permis. C'est une industrie réglementée. C'est-à-dire que pour transporter d'un point à un autre, par exemple, du comté de Lotbinière à Québec, ça prenait un permis de transport. Si on voulait aller à Montréal, ça prenait un permis de transport aussi, etc. Tu sais, fait que l'industrie était réglementée. Ça a été déréglementé en 83. Ça a changé beaucoup l'industrie du transport routier, la compétitivité, ça a fait l'ouverture des marchés, fait qu'une grande compétition. Fait que, heureusement, je retourne un peu en arrière, de 70 à 75 à peu près, dans le village de Laurier-Station et dans les alentours, dans le comté, nos amis et voisins, c'était des manufacturiers de meubles. Donc, Meubles Laurier en face de l'entreprise Lapointe et Fils dans le temps. Parce que mon grand-père, c'était un Lapointe et Fils. Et sur le coin de la rue, il y avait A et P, les Hoods, qui fabriquaient du meuble. À Sainte-Croix, il y avait les Laflamme, il y avait les Drouin à Sainte-Agathe. Donc, on s'est mis, par la force des choses, par la proximité, à transporter du meuble. Étant là-dedans, petit à petit, mon père a pris connaissance qu'il y avait un transporteur de meubles en Ontario, qu'il y avait une association de transporteurs de meubles, de logisticiens de meubles. C'était pas des logisticiens dans le temps, c'était des transporteurs de meubles aux États-Unis. Puis, il s'est amalgamé là-dedans. Donc, on a pris une spécialité meubles de 70 à 75. Et puis, c'est là que VA est né. Parce que l'origine, c'est Lapointe et Fils en 54. Mais en 75, 76, 77, ça a changé de nom pour VA. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, mon père disait à mon grand-père, faudrait aller transporter à Montréal, mais pour ça, il faut acheter une compagnie, un permis, il appelait ça un cartage, une compagnie de transport local à Montréal pour être capable de... Le volume est à Montréal, pour aller. Fait qu'il faut faire ça. Fait qu'encore une fois, mon grand-père fait un peu son veto. Il dit non, il n'y en a pas question, on fera pas ça. On va continuer à faire ce qu'on fait là. Pas de risque peut-être, ou je sais pas trop juste, mais finalement, il dit non. Fait que mon père, je pense que son affaire, ça n'a pas d'allure. Il dit l'avenir, faut faire ça. Fait que un peu audacieux, un peu peut-être un petit peu baveux. Frondeur. Et de lui-même, il achète une entreprise personnellement à Montréal pour... évidemment, pas. Le but n'était pas de faire compétition à mon grand-père. C'était de joindre les deux ensemble éventuellement. Mais dans le fond, isoler les risques. Isoler les risques, peut-être. Mon grand-père ne voulait pas, mon père voulait. Ça fait que c'est ce qu'il a fait. Il a acheté un cartage pour pouvoir livrer Montréal 30 000. 30 000 ou 50 km. C'était vraiment limité. Mais c'était comme ça fonctionnait. Fait que, écoute, c'est là que VA a pris naissance à Montréal. VA Transport dans le temps. Et par la suite, il a fait des petits. Il a fait Québec. Il a fait d'autres choses. Puis, il est arrivé la déréglementation petit à petit en 83, où là, ça nous a permis d'ouvrir les marchés totalement à la grandeur du territoire. Sans avoir de permis spécifique. Fait que, il y a eu une petite période intermédiaire où on a eu la chance d'avoir une bonne relation avec un monsieur Guilbeault, de Guilbeault Transport, qui avait permis à mon père d'opérer sous son nom, sous son permis, pour développer l'entreprise. Fait que, tu sais, ça prend tu rencontres des bons samaritains des fois au long de ta vie. Hein? Ça a été quelque chose d'assez significatif qui nous a permis de partir ça. Et VA, c'est Viator Audet. C'est ça. Ça demandait dans le temps, je me souviens de toute l'histoire, j'étais jeune, je n'étais pas partie prenante vraiment de ça, mais comment on appelle ça, ce nouveau cartage-là, ce permis-là? Puis là, il avait dit, mais VA, ça se dit bien.
Puis c'est parti de là. OK. C'est comme ça que OK. le VA est né. OK. Fait que toi, tes plus vieux souvenirs, mettons, de l'entreprise, là, tu sais, fait qu'évidemment, j'imagine, ça jase business un peu autour de la table de cuisine. T'es conscient qu'il y a une business qui existe, tu sais, entre les mains de ton père et ton grand-père. Tes plus vieux souvenirs de tout ça. Et écoute, c'est depuis les... c'est dur. Ça serait dur un peu de croire que je te dirais à 2 ans, mais je dirais 4-5 ans. Il faut dire que le terrain à Laurier Station, il y avait le garage dans le centre. Mm-hmm. À la gauche de ce garage-là, il y avait la maison familiale de mon père, de ma famille, avec ma soeur, ma mère, etc. Puis de l'autre côté, c'était mon grand-père maternel, Okay, La Pointe. Okay. Fait que pour moi, j'ai grandi avec, premièrement, mes grands-parents La Pointe comme voisins. Mais l'entreprise était voisine, donc ça faisait partie d'un monde. Ouais. Tu sais, c'est l'entrepreneur, hein, c'est la nature même un peu. Tu sépares pas tout le temps ta vie personnelle, professionnelle. Mais là, c'était... Moi, je veux dire, on va aller voir papa au garage, on s'en allait, puis on montait au bureau au 2e étage, puis c'est juste normal. C'était juste normal, ça faisait partie de la vie courante. C'était pas séparé, c'était un tout. Fait que depuis toujours, puis mon terrain de jeu à moi, mais c'était faire du vélo dans le garage, à travers les portes, puis à travers les camions, puis rouler alentour de ça. Fait que j'ai été, depuis tout le temps, j'ai trempé là-dedans, tu sais. OK. Puis, après ça, ton parcours, disons, toi, d'entrepreneur, là, quand est-ce que ça devient assez clair que tu as le goût de faire partie de cette aventure-là? T'as-tu fait des études qui menaient à ça? Quand est-ce que tu as initié les conversations avec ton père ou ton grand-père ou les deux? Je me suis jamais vraiment posé de questions. Ça a comme toujours été un fil conducteur qui était comme prédestiné, je dirais. Ouais. J'aurais peut-être dû m'en poser plus en passant quand tu mets parce que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu mais il y a des plus et moins, et des hauts et des bas dans peu importe le chemin qu'on choisit. Exactement, exactement. Ouais. Fait que, mais je me suis jamais posé la question. Ça a toujours été, il y avait une entreprise là, il y avait une possibilité. Je rêvais de faire de la business, de faire des affaires, bâtir quelque chose. J'ai le goût de bâtir quelque chose de solide, de périn, qui est utile, qui rend service. Puis il y avait cette entreprise-là qui était dans la famille, puis qui y avait de l'avenir, quoi. Ouais. On voyait des choses grandir en territoire géographique, en type de service, etc. Fait que j'ai pas fait d'études pour cela, mais je suis allé à l'université 3 ans en administration, ce qui a fait un changement. Ouais. Ça a été un moment difficile pour moi, à être honnête. J'étais pas un élève... J'étais stressé. Ça me stressait, les études. Okay. Puis quand je viens, comme ce matin, je suis stressé avant d'arriver ici. Il y a comme un test, il y a comme une compétition, tu sais, quelque chose, il faut que tu livres. Une performance. Une performance. Ouais. À l'université, ça a culminé. J'ai eu des années difficiles de ça. Ça fait que j'ai fait 3 ans, mais j'ai pas terminé mon baccalauréat tout près, à 2 cours près, mais c'était quelque chose qu'il faut que j'aie le temps de réfléchir. J'ai besoin de calme pour bien faire les choses. Oui. C'est peut-être pour ça aussi que puis on y viendra peut-être tantôt dans les difficultés. Quand il y a une difficulté ou un risque imminent, je suis porté à réfléchir beaucoup. Trop. Ouais. Fait que je l'ai appris avec le temps à l'école de Beauce, justement. Oui. L'école d'entrepreneurship m'a appris avec les exercices qu'on faisait. On sortait sur le terrain à faire des choses. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, je le savais pas vraiment. J'étais comme ça, mais je ne l'avais pas réalisé. Puis à faire cet exercice-là, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment bloqué là. Puis par la suite, je me suis mis à réfléchir à la décalade là, qu'il fallait faire. Puis je suis resté gelé en haut de la bâtisse beaucoup trop longtemps. Là, je l'ai fait finalement, mais... Le overthink, là, comme on dit en anglais. Overthink, là, arrête de penser, vas-y, tout le monde le faisait 2 fois, 3 fois, mais j'étais là encore. Là, je me suis dit, ouais, j'étais un peu heureux, à une certaine sorte. Ouais. Fait que ça a appris à apprendre que des fois, je réfléchissais trop dans ces moments-là. Mais... Ouais. Fait qu'à l'école, c'est la même chose. Il faut que j'aille le temps. Ouais. OK. As-tu déjà eu une confusion au niveau des rôles entre fils, propriétaire, travailleur, sœur, frère, grand-père? Y a-tu déjà eu des confusions par rapport au rôle ou c'était tellement ancré chez vous que ça faisait une unité que... On l'a bien vécu, Normand. Il y en a sûrement eu, puis il y en a sûrement eu qu'on n'a même pas identifié à un certain moment donné. OK. À cause de notre style de personnalité, à cause du style de personnalité de mon père.
Ben, mon père, avec mon grand-père, il y a eu celui de croître ou de pas croître, là, d'ajouter quelque chose. Ça a été un clash à un moment donné, faut le dire. Ça a été quelque chose d'un peu violent que mon père a fait. Oui. Mais c'est ce qui fait qu'on a l'organisation aujourd'hui. On ne l'aurait pas eu s'il ne l'avait pas fait. Ouais. De notre côté, j'ai toujours agi... j'ai jamais été mis dans une case, moi. Le style de gestion de mon père, c'est... Let's go, vas-y. Là. Prends le plancher, puis montre-moi ce que tu sais faire. Puis, au détriment, peut-être, des fois, que j'ai pu me blesser ou j'ai pu blesser ma crédibilité dans l'organisation. Mais ça a fait que je suis devenu qui je suis devenu. Parce que tu étais le fils d'eux ou parce que tu croyais que tu n'avais pas les outils nécessaires pour faire ce qu'on t'a demandé? J'ai pas tout le temps eu les outils nécessaires pour y arriver, ça c'est clair. Ça m'a mis dans des positions de fragilité où j'ai créé des situations pas viables dans l'organisation, pas souhaitables pour l'organisation. On parlait de relève. À un moment donné, quand moi je suis arrivé dans l'organisation, j'arrivais avec 3 ans d'université en arrière de ça. J'ai toujours été quand même confiant en moi. Je suis arrivé avec des idées, avec des désirs de faire beaucoup plus que ce qui était là. Oui. Et puis... on est jeune. On a des rêves. On est baveux un petit peu, peut-être, tu sais. Puis l'équipe que mon père avait constituée, qui n'était pas très grande, c'est une petite organisation dans le temps, mais qui était soudée, serrée. Ben moi, quand je suis arrivé, ça n'a pas été facile avec eux. Ça a été drôlement difficile de par la méthode de gestion qu'on y a mis en place d'intégration puis comment on sort de ça? Comment on sort de ça? Comment on résout que ça devienne un succès finalement? Ouais. On n'a pas pris d'action rapide. Mon père n'avait pas pris d'action rapide dans le temps. Et moi, quand j'ai finalement appris officiellement, parce que tu sais, j'ai pas été directeur général du jour au lendemain. Je suis pas devenu... ça a pas été, j'ai toujours tiré après les responsabilités, prendre plus, mais ça s'est pas fait d'une manière organisée et planifiée. Et je dis pas que c'est bien de la manière qu'on l'a fait. C'est arrivé comme ça. C'était pas très mal non plus, mais disons que ça a été souffrant à certains égards pour certaines choses. Quand je suis arrivé là, ça a fait un clash avec les deux principaux que lui avait développé ce que l'organisation était à ce moment-là. Fait que ce qui est arrivé pour le régler, ça a été simple. Il a fallu, ils ont quitté. Ils ont quitté, finalement, ont quitté. Peut-être qu'on aurait dû prendre action puis faire quitter. Parce qu'on avait suivi un cours de leadership super intéressant par un monsieur qui s'appelait dans le temps Georges Couture. Puis ça me fait rire parce que tantôt, je suis passé sur le chemin du lac, puis sa résidence où il y avait un bureau sur le chemin du lac. Il était connu de bien des entrepreneurs du Québec. On avait fait une fin de semaine, un get-together, l'organisation. Puis quand on avait les cours de leadership, on disait nos problématiques. On partageait, un peu comme à l'école de boxe. OK? Fait que finalement, il vient faire la fin de semaine, sa présentation dans l'après-midi, puis ça se déroule comme ça se déroule. Fait que la semaine suivante, on arrive au cours, il dit « Jean-François, j'ai découvert votre problème majeur. » Il dit « Telle personne, il faut que tu me mettes ça dehors tout de suite. » Oups, ça, c'est pas mon genre. Non! Tu sais, je réfléchis, j'attends, j'essaie d'éviter. C'est comme sauter en décalade. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, c'est l'image. Fait que ça m'avait surpris parce que c'était quelqu'un d'important dans l'organisation qui avait fait beaucoup, puis qui était lourd dans l'industrie, qui était connu. Puis je me disais, ben voyons, on peut pas faire ça, je pense bien. Erreur, on aurait dû le faire d'une manière tranchée, ce qu'on n'a pas fait. C'est un apprentissage que j'ai eu. Fait que ça a été, dans la transmission à moi, ça a été ça. De mon côté, j'ai commencé une transition parce que veux pas, à l'âge que je m'en viens, que j'avance avec les petits-enfants, avec la famille qui grandit. Y a-t-il une 5e génération? Ben peut-être, on verra. C'est important qu'il y en ait une 4e, avec l'une de mes filles, ou ça aurait pu être des cousins et cousines, là, mais j'ai mis dernièrement une équipe depuis 2 ans en place, beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus organisée. Où les responsabilités se prennent... on était une organisation un peu autocratique. Style, mon père est un gars qui sait ce qui s'en va et qui aime faire les choses. Un faiseur. Un entrepreneur, bâtisseur, faiseur. Puis il s'implique. Quand ça ne fonctionne pas, que ça va pas assez vite, il va le faire. Donc, ça avait créé une organisation comme ça.
Moi, j'ai un autre style, peut-être plus paresseux un peu. Je sais pas. Ben, Mais des fois, ça sert du côté positif ça sert aussi. pour déléguer, puis Pour déléguer, justement... c'est la collaboration. Ouais. Fait que j'ai réussi à trouver de bonnes gens qu'on a ajoutés à l'organisation. Puis ça change totalement la dynamique parce que les décisions se prennent beaucoup plus facilement, naturellement. On voit arriver les choses plutôt que de les subir. Puis les gens pensent beaucoup pour leur secteur d'activité en collaboration avec leurs collègues de travail. Oui. Fait qu'on a une ambiance de travail qui est super le fun. Donc ça, c'est une relève en soi pour moi. C'est pas du côté propriété, parce qu'il y a deux choses. Hein. Il y a la relève de travail. Les opérations. Les opérations. Puis la propriété, c'est deux choses. Fait, du côté opération, on est en train de vraiment franchir le cap d'une nouvelle étape. Tu sais, une organisation, ça va en étape. Tu sais, à un moment donné, tu arrives à une grosseur, ça te prend un VP de plus. Ou ça te prend, puis là, à un moment donné, faut que tu augmentes ta structure de base. Ouais. Fait que là, on est en train de stabiliser ça pour le next step qu'on veut faire. Donc, on a une belle équipe. Ma fille a joint l'organisation. Elle est appréciée de tous. Okay. Puis, je lui ai fourni un coach externe, pas moi. Je pense pas que j'aurais été un bon coach pour personne, mais encore moins pour elle. Pour notre propre fille. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a quelqu'un de l'externe qui a une vision externe, indépendante, détachée, ouais. qui l'accompagne, à qui elle peut parler quand elle en a besoin, puis qui l'oriente un petit peu sur le savoir-être entrepreneurial. C'est pas donné à tout le monde. Puis là, je dis pas qu'elle l'a pas, parce que je crois vraiment qu'elle l'a, mais des fois, tu as besoin d'orientation, puis c'est le fun que ça vienne de l'externe et non pas de la famille. Clairement. Parce que tantôt, tu nous as raconté une histoire avec ta fille. Elle avait 4 ans. Oui. Elle montait les escaliers. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça. Ben, bizarrement parlant, c'est elle avec qui c'est arrivé. C'est elle qui est dans l'organisation aujourd'hui. Oui. Puis elle avait 4 ans dans le temps, donc on parle d'il y a 24 ans passés. Puis on montait les escaliers du bureau. C'était une fin de semaine. On allait chercher quelque chose. Puis à un moment donné, elle dit à Mélanie, mon épouse, elle dit « Maman, elle dit, nous autres, on va-tu être des boss plus tard? » Parce que dans sa tête à elle, ce qu'elle vivait puis ce qu'elle entendait, c'est qu'on était des patrons. Ouais. Bon, c'est une vision d'enfant, là. Ouais. Je n'aime pas me voir, moi, comme un patron, comme un directeur ou un directionnel autocratique. Ouais, là, je comprends. Mais elle voyait ça dans ses yeux de petite fille. Okay. Et finalement, c'est elle qui a joint l'organisation plus tard, puis avec intérêt à date. Ce que ton père t'a transmis et que tu appliques encore aujourd'hui? Ben, l'engagement, la passion pour l'engagement. 3 mots pour décrire ta vision du leadership. Collaboration, confiance et support. La meilleure décision que tu as prise comme président? Ben, acheter Nessel, acheter l'entreprise, m'organiser, puis ça a pris des années pour être capable de l'acquérir et de réussir à l'acquérir. Un moment où tu as failli tout lâcher? Il y en a 2, je peux en donner 2? Ben oui, certain. Ouais. C'est le même prix. En 2006, on a eu une grève de 15 semaines à laquelle on a passé à travers. Les années avant ont été difficiles parce qu'il y avait une culture qui s'était créée qui n'était pas bonne pour l'organisation, ce qui a mené à la grève. Mais ça a fait qu'on a survécu par la suite, qu'on a été capable d'acheter une nacelle. Donc, il y a du pour, moins plus. Ben oui. Puis l'autre, c'est le passage sur la 2018, là, sur la loi de la LAC. Ouais. Très difficile. Livraison rapide ou service impeccable? Service impeccable et rapide. Comment garder la motivation dans une industrie aussi exigeante? Bah, c'est le challenge de tous les jours de toujours être meilleur, de se poser la question, comment je peux faire la différence pour mes clients, pour le consommateur? L'erreur qu'un nouveau transporteur ne devrait jamais faire. Viens pas dans notre domaine, là. Faut me trouver sur ton chemin. On est excessivement résilient. La preuve est là. On est encore là. Et ça n'a pas été facile. Et on a été challengé, prix, compétition, service. On a un engagement, on a une équipe qui est très engagée et passionnée. Vous avez 70 ans d'erreurs qui vous ont appris plein de trucs. Fait que ça va être dur à tasser. Ouais. Une chose que les gens ne comprennent pas dans votre métier? C'est un métier d'erreur. Tu ne reconnais pas une bonne entreprise à la perfection. Là-dedans, elle n'existe pas. C'est comment tu corriges, comment tu pallies les erreurs, les manquements que tu peux avoir. Comment on garde une équipe de 350 personnes motivées et engagées? 3 choses.
Communication. Communication. La troisième, c'est communication. Embaucher pour les compétences ou embaucher pour l'attitude? L'attitude est plus important. Ce que tu veux laisser comme héritage avec VA? Le professionnalisme et le respect. Croissance rapide ou croissance durable? Durable. L'innovation que tu aimerais implanter demain matin? Écoute, on est l'intelligence artificielle, on a une démarche qu'on veut mettre en place pour l'intelligence, pour automatiser encore plus, puis tout ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Et l'efficacité administrative et opérationnelle va dépendre beaucoup de ça. Donc, c'est la démarche d'intelligence artificielle à mettre en place dans l'automatisation des segments opérationnels, etc. C'est ça. Une dernière question bonus pour toi. Oups. Le podcast s'appelle Meilleur humain, meilleur monde. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, ces mots-là? Beaucoup de belles choses positives. C'est l'objectif dans lequel on devrait travailler notre vie personnelle et professionnelle. Puis d'ailleurs, je pense que réussir sa vie est plus important que de réussir dans la vie. Fait que ça m'évoque un peu ça en parallèle. Ouais. Puis comment tu te vois aujourd'hui? Comment je me vois? Oui. Dans mon style de leadership, peut-être. Oui. Très collaboratif. OK. Collaboratif et participatif. J'aime laisser de la place aux gens. J'aime qu'il y ait la belle plateforme pour se réaliser. Dans notre culture organisationnelle, ce qu'on essaie de mettre. Puis j'ai été vraiment... je parle au jeu, là, mais comme organisation, on a toujours eu des équipes qui étaient très professionnelles et engagées. Même s'ils prenaient moins de décisions, peut-être à un autre niveau, mais ils étaient très engagés. Oui. Ce qui fait que c'est une organisation qui est proactive puis qui prend soin de ses clients. Puis je parle que ce soit au niveau des conducteurs de camions, qu'on a toujours appelé chauffeurs représentants. Tu représentes l'organisation chez le client. La manière que tu agis, c'est important de... ça a l'impact majeur sur l'amour que le client va avoir. C'est la vitrine que vous avez, c'est eux. Hein? Fait que, autant à ce niveau-là que ça, on a des gens qui sont très, très engagés et autonomes. Oui. Je pense que je me suis perdu un peu, Normand, en plus, là, dans la question que tu m'as posée. Peux-tu? Non, je te demandais comment tu te voyais. Fait collaboratif. À travers les autres. Avec une équipe très, je dirais, autonome et très, très dédiée. C'est un domaine demandant, parce que le transport, c'est 24/7. C'est 24 heures par jour, 7 jours semaine. Tu sais, c'est les clients, quand tu as une expédition pour eux autres, bien que ce pas des cœurs qu'on livre, puis des poumons, quand grand-maman, pour la fête des mères, les enfants veulent livrer la chaise, là, ils veulent la chaise. Ça crée des stress, puis notre équipe répond quand même bien à ça. Répond quand même bien. Je suis trop chanceux d'être entouré de ces gens-là. Oui, beaucoup. Jean-François, on va changer un petit peu le cours de l'entrevue, OK? Moi, j'ai pour mon dire qu'une business, ultimement, c'est des êtres humains puis des technologies. Oui. Ou des machines. T'as pas tort. Tantôt, en coulisses, tu disais qu'une chose qui te fait triper en ce moment, c'est toute l'informatique, la technologie, puis qu'il y a beaucoup de futur qui s'en vient avec ça. J'aimerais ça que tu nous parles de ça maintenant qu'on a fait le tour pas mal des humains de ton organisation, puis toute l'histoire. Fait que parle-nous des projets actuels, comment l'informatique, l'intelligence artificielle peut-être, tout ça est en train certainement de façonner le futur de la business. D'accord. Écoute, pour réussir en affaires, ça te prend évidemment des humains. Mais si les hommes et les femmes qui t'accompagnent dans une organisation, ils n'ont pas les outils pour bien travailler, t'es voué à l'échec aussi. Puis dans le transport, logistique, on aime ça se dire VA transport, logistique. Puis là, on parle du premier mille, du dernier mille, du stockage de marchandises, etc. Si tu n'as pas de technologie pour te supporter, t'es mort. C'est l'improductivité, c'est la répétition de l'entrée de données à plusieurs étapes, c'est des documents qui voyagent d'une main à l'autre, etc. Donc, c'est pas de technologie, c'est le fer de lance de l'avenir. Donc, on a toujours investi quand même passablement là-dedans. On a toujours été technologiquement, je dirais pas avancé, mais bien équipé. À jour, peut-être. À jour, peut-être, au moment du jour. Puis aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle, on pourrait en parler. Je connais pas ça beaucoup, mais c'est toute l'ère du futur. Là. Mais il y a toute l'automatisation de tes systèmes opérationnels, etc., la digitalisation des opérations, la digitalisation de la documentation, qui est le support de base maintenant pour être efficace, pour minimiser les erreurs,
garder tes clients informés, garder tes équipes informées aussi. Puis comme chez nous, je fais juste l'image, on a un terminal à Brampton, Cambridge, Sudbury, Moncton, Lévis, Laurier-Station, Montréal. Montréal, on en a 2. C'est des équipes éclatées. Si tu n'es pas digitalisé, ben, tes papiers, les gens n'ont pas de visibilité. Là, fait que la digitalisation, l'automatisation des systèmes, la vision, tu sois n'importe où aujourd'hui, on peut être en voyage dans le sud, puis regarder, puis on voit exactement ce qui se passe, quel camion est où, il fait quoi, il vient de livrer quoi, il va livrer quoi après, qu'est-ce qu'on lui a donné. T'sais. Fait que la technologie est centrale, c'est le cœur c'est le cœur de la viabilité à long terme d'une entreprise comme la nôtre. Vous avez une flotte de combien de camions aujourd'hui ou de combien de véhicules là, de transport? 94, si je ne me trompe pas, 94-95 véhicules moteurs. Ouais. Il y a un an et demi, on en avait 108, 109. Puis on a optimisé ça pour question de viabilité, question de pérennité, avec des professionnels des opérations puis de la gestion de flotte qui est arrivé avec nous autres, a redistribué les équipements, revu les manières de faire un peu, utilisation de brokers, pas de brokers, les camions. On a tout revu ça, puis on l'a diminué à 95. Quand même. Ouais. Quand même. Puis on a diminué notre flotte de remorques aussi. On avait 475-500 remorques à peu près, dont plusieurs vieilles qu'on maintenait, qui nous coûtaient beaucoup de sous, puis que... en tout cas, finalement, on s'en est débarrassé, on est rendu à 350. OK. Fait que c'est l'optimisation qu'on a réalisée pour être capable, parce que tu as beau avoir la technologie, mais il faut que ton coût d'opération suive le marché un peu. Il faut que tu sois compétitif. Tu fasses ta marge. Si tu ne fais pas de marge, il n'y a pas de survie. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. C'est plate à dire, mais pas d'argent, pas de profit. À un moment donné, il n'y a plus d'innovation, pas de... Il n'y a rien. Tu ne peux pas bien traiter tes gens, tu ne peux pas engager les bonnes gens. Fait que il faut faire de l'argent. Ouais. Ben justement, c'est une nécessité. En 2019, il y a eu un arrangement avec la loi sur les créanciers. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé dans cet épisode-là? Puis comment vous avez passé à travers ça? Je vais faire une histoire longue, courte. Plus, ça remonte à il y a longtemps. OK. Premièrement, on est une entreprise spécialisée, puis ça me fait rire parce que hier matin, au déjeuner, je déjeunais dans un restaurant, puis un transporteur de la région de Montréal qui était là, il vient me voir, il me disait bonjour. Et justement, ils ont parlé de toi avec ta spécialité, t'es chanceux. Je dis oui, mais pas tant que ça. Okay. Parce que dans notre spécialité, il y a de la compétition aussi à l'intérieur de cette spécialité-là. Puis, bizarrement parlant, dans les années 75 à 80, quand on s'est beaucoup spécialisé dans le meuble électroménager, ben, on avait un jumeau siamois qui était en Ontario, qui s'appelait Nessel Fast Freight. OK. Puis, ce gars-là était pas, dans le temps, il n'était pas un compétiteur. On a même essayé de faire des ententes commerciales avec, de dire on va te transférer notre stock du Québec pour l'Ontario, tu vas nous faire la même chose. Puis après des essais-erreurs, on s'est dit ça ne fonctionnera pas. Puis on est tombé en compétition un peu. OK. Fait que lui, il a dit moi, je rouvre mon marché du Québec. Nous autres, on a dit moi, c'est moi en 97 qui ai ouvert le marché de l'Ontario. Mon auto est allé là, une chambre d'hôtel. La semaine d'après, il y avait un camion avec un gars, un kit 10 par 10. Puis là, on a ouvert la compétition. Ce qui faisait quoi? Dans un marché captif de spécialisation, tu as les mêmes clients. Tu n'as pas 1001 clients. Non, c'est ça. Tu en as, j'exagère, là, mais il y a 10 clients. Puis les 2 fournisseurs ou les 3 fournisseurs majeurs sont les mêmes clients tout le temps pour le même service de la même manière. Fait qu'on s'est compétitionné et on s'est fragilisé pendant très longtemps. Okay. Un et l'autre à couper le... Tu sais, on voulait avoir le compte en Ontario, mais on faisait... C'était sur le prix. Ça nous a amené, à la longue du temps, pour amener ça, en 2009, j'ai réussi à les acheter. Parce qu'ils avaient été mixés dans un gros groupe de transport. Ils s'étaient mis avec la compétition à ne pas faire de sous, eux non plus, trop. Quand je dis pas faire de sous, perdre de l'argent une année, faire zéro l'année d'après, minimalement. Tu sais, je veux dire, tu tournes aux alentours de zéro ou de rien. Fait que nous, c'était notre situation. Puis moi, j'en étais tanné parce que je voulais faire des affaires. Je voulais pas survivre. Oui. Et j'étais vraiment écœuré. Fait que là, je les avais contactés. Puis après plusieurs années, paf, 2 septembre 2009, je les acquiers. Les acquiers, avec l'expérience que j'avais, il m'en a manqué pour réussir plus vite, mieux. Parce que là, les clients que lui avait gardés, quand moi j'essayais de les avoir, puis qu'il avait baissé son prix,
je me suis ramassé avec une entreprise. Dans le temps, écoute, on était monté à... C'était 200 camions, 65 millions de chiffre d'affaires. C'est en 2009, vous vous souvenez, la crise 2008 à 2009-10. Oui. Ouais. L'industrie du meuble a changé à ce moment-là aussi. Beaucoup de détaillants ont disparu, beaucoup de manufacturiers ont disparu, beaucoup d'importations est arrivé encore en plus en flèche, ce qui fait que notre base de clientèle a diminué. Fait que je me suis ramassé de 2 entreprises de 100 camions à, quelques années plus tard, une entreprise de 100 camions. 200 à 100. Tu sais, la rationalisation. Ouais. En les achetant, la chance qu'on a eue, c'était la capacité de rationaliser nos affaires. Mais j'ai ramassé une clientèle qui avait des taux dépressifs. Des taux pas viables. Pas viables, à peu près. Là, tu sais. Et auxquels il était habitué. Puis nous autres, on était habitués à ça. Tu sais, on vivait avec ça, puis on se contrôlait bien, mais on n'investissait pas tant que ça parce qu'on n'avait pas les ressources pour... Ouais. Fait qu'on s'est ramassé avec ça pendant des années. Puis là, quand je les ai acquis, j'ai dit, OK, je peux pas changer les prix demain matin. Je savais qu'ils étaient bas, les prix trop bas, qualité insoutenable. Mais j'ai dit, faut attendre. On avait des grosses infrastructures, une grosse centre de distribution en Ontario, gros au Québec. Donc, pour maintenir ça, il faut que j'aie le revenu pour le... Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Là, je suis tombé dans mon pattern de la peur, de ne pas agir, tu sais, de réfléchir, d'attendre. Ouais. Puis là, j'ai attendu. Puis là, j'ai dit, OK, il faut croire. J'ai acheté une entreprise dans les maritimes, en transport général, qui faisait le triangle un peu avec les États-Unis. L'idée était hyper bonne, puis c'est une bonne entreprise. Ça a mis de la dette dans l'organisation. Puis là, on a développé le last mile, la livraison à domicile. Là, ça a été des coûts de plus également pour l'organisation. Oui. Fait qu'à place de régler le problème de fond, ben, je poussais par en avant, puis je me disais, avec plus de revenus, on va être plus capable de bien faire nos affaires. Erreur magistrale que j'ai faite. Ce qui a fait que ça a créé un crunch sur la liquidité à un moment donné. Puis ça a duré pendant plusieurs années. Cette agonie-là, c'était un mal qu'on avait, une maladie qu'on a traînée sur de 2009, je dirais, aller à 2018. C'était un 10 ans de misère, tu sais, plutôt que ça. Fait qu'il est arrivé que les financiers, ben, ils ont dit, écoute, mon ami, là, nous, on est tannés. C'est réglé. On tire la plug. Fait que c'est ce qui nous a mis dans la position de se protéger. Fait que on s'est protégé. On a réussi à rembourser nos financiers. Ce faisant, on a le last mile qu'on avait commencé à offrir. On était pas mal avancé. On a mis un couvercle là-dessus. On a éliminé, on a coupé les postes administratifs qui étaient reliés à ça. Fait que la rationalisation de ce moment-là. Mais c'était pas ça qui était la source principale de notre problème majeur. On le savait, c'était des taux qui étaient trop bas. Oui. Mais là, on se disait, on peut pas arriver avec une augmentation, ils vont nous laisser, nos clients majeurs vont nous laisser. Puis c'était particulièrement dans l'électroménager qu'on avait des taux très, très bas. Oui. Fait que finalement, on s'est mis avec mon VP de vente. J'ai dit, regarde, on a refait les taux, là. On les refait, on va se convaincre. Fait qu'on a fait une analyse de margination par produit, par type de grands produits qu'on avait. Puis là, on est arrivé avec un résultat financier qui faisait qu'on perdait 2 millions dans une branche, puis on en faisait très peu dans l'autre. Fait qu'on s'est dit, quand t'en perds 2 là, on continue de ça. Ouais. On a dit, quels sont les taux qu'on doit avoir? Fait que là, on a refait les taux. On a refait rouler ça dans la machine de l'année d'avant, voir que 44% d'augmentation. Puis, j'ai les preuves à l'appui à mon bureau, papier, 44% d'augmentation que ça donnait les nouveaux taux. Là, on a fait nos moines, on a mis notre habit de moine, on a été voir les clients, on a réfléchi avec eux autres, on a fait la démarche de tarification qu'on avait faite. On a dit, aujourd'hui, si vous ne voulez pas nous croire, si vous avez l'opportunité avec quelqu'un d'autre d'avoir moins cher, quelqu'un qui ne sait pas tarifer votre produit correctement ou qui est ça, on va respecter votre décision d'y aller avec eux. Nous, ça nous prend ça. Puis ça s'applique à partir de dans 2 mois. Fait qu'à l'hiver, on a appliqué ça dans l'espace de 2 mois. À l'hiver, février 2019 à peu près à mars. On a appliqué les nouveaux tarifs. On a perdu un client pour des régions spécifiques. Ça a pris 6 mois. On l'a regagné. Finalement, on s'est ramassé au bout de ça. On n'a pas perdu aucun. Wow. Puis, il y avait 15 millions de chiffre d'affaires qu'on a augmenté de 44%. Wow. Ça change une vie. Mais ça.
Fait que, Fait que dans le fond, vous aviez peur de la réaction des clients, ouais, mais finalement, il y avait de la place pour... ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Tu sais, certains nous ont dit... C'était fonctionnel pour eux aussi, sinon ils n'auraient pas dit oui. Là, ben, certains nous ont dit, si tu l'avais fait il y a 1 an et demi ou 2 ans, on aurait quitté, c'est sûr et certain, 100%. Ouais. Timing dans la vie. À retenir de ça, moi, je m'en veux encore de ne pas avoir agi, mais on ne savait pas. On l'aurait fait avant, peut-être que ça aurait mis la fin à l'organisation. Telle qu'on la connaissait, tu sais. Peut-être pas, je veux dire... Mais quand même, processus courageux. Oui, ben forcé. Ouais. On a été forcé de le faire, tu sais. Ouais. Mais poussé là, on est capable d'agir. Je suis capable d'agir aussi puis d'amener l'équipe à le faire, tu sais. Fait que on l'a fait, on a passé à travers. Puis c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir rétabli les choses puis d'avoir un petit peu plus de marge pour investir. Investir en technologie, qui est le plus important. Investir en personnel compétent, en équipe, etc. Fait que dans le fond, la banque, elle vous a rendu service. Écoute, quasiment. je me dis souvent, premièrement, je ne les ai pas aimés tout le temps. J'ai pas aimé la méthode de certains. De certains. Il y en a qui ont été très durs et très carrés, puis j'en ai rien. Il y en a d'autres, ça a été lancinant et un petit peu plus ratoureux, un petit peu plus personnel. Ouais. Parce que ça devient personnel à ce moment-là. Tu te fais remettre en question, tu te fais juger négativement. Ouais. Personne n'aime se faire juger négativement. Puis quand tu ressens ça, c'est pas le fun, tabarouette. Mais je dois dire, aujourd'hui, tous les entrepreneurs, il faut agir en banquier. Je me faisais dire à tous les fois, je leur parlais dans le temps, dans cette période-là, time is of the essence. Time is of the essence. Ouais. Tu sais, le temps est la nature. Puis l'argent a une valeur dans le temps aussi. Puis comme entrepreneur, on prend des risques beaucoup. Puis on ne devrait pas se permettre de dire, OK, on va prendre le temps de corriger ça sur 5 ans. Non. Il faut penser comme un banquier. Un banquier, en affaires, tu ne perds pas d'argent, les banquiers. Hein? Les banques au Canada, c'est profitable, c'est ça. Exact. Quand ils décident qu'ils mettent fin à une relation, ils le font d'avance. Il faut agir comme ça. Il faut avoir un esprit de banquier un petit peu. Mm-hmm. Faut que tout soit profitable. En tout cas, globalement, il faut que ça le soit. Ouais. On s'entend. Puis, il faut être carré un petit peu dans nos décisions puis être un petit peu brut. Ben, écoute, tu l'as appris à la dure. Ben, ça, oui, tu disais merci. Je les remercie pour ça. Honnêtement, ça a été un apprentissage. Puis je me dis, je l'aurais jamais fait. Puis je serais peut-être encore à vivoter dans la misère si je n'avais pas passé là. Ouais. Fait que... Jean-François, l'entrevue tire à sa fin tranquillement, mais j'ai envie qu'on se laisse sur une note vers le futur. Ouais. Tu as dit tantôt, vous êtes en train de planifier le next step. Yes. T'sais, c'est quoi le next step? C'est quoi le futur que tu vois pour ton entreprise? Bon, le next step, c'est de répondre aux canaux de distribution qui sont en train de se mettre en place, qu'on connaît dans la consommation courante avec les Amazon. Dans le meuble, il y a Wayfair, c'est l'Internet, c'est la livraison directe. L'industrie, la chaîne de distribution, la chaîne logistique de distribution dans l'industrie de l'ameublement est très, très fragmentée. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de donneurs d'ordre, il y a beaucoup de fournisseurs et il y a beaucoup de segments d'affaires là-dedans. Il y a ceux qui font de l'entreposage, il y a ceux qui font du last mile, il y a ceux qui font des logiciels qui supportent le last mile, il y a ceux qui font des logiciels qui supportent le transport. Puis tout ça n'est pas ordonné, on pense, on croit. Puis on veut être celui qui va amener la solution où tu vas pouvoir, du point de vente, dans un magasin, choisir ta date de livraison, qu'il y ait un suivi en temps réel de chaque segment opérationnel de transport premier mille, de stockage, de transbordement, de livraison à un acteur de livraison du last mile, et au consommateur avec la prise de rendez-vous de ça, tout sur une plateforme en temps réel, digitalisé. Aujourd'hui, on peut faire des livraisons, on reçoit EDI une commande et on signe électroniquement à l'autre bout. Puis, c'est ça qui est le but. Le play technologique, l'efficacité, c'est la transparence, la disponibilité de la donnée, la visibilité pour tous les intervenants. Fait que le next step, c'est l'intégration de ça, l'intégration logistique de ça. Ouais. C'est pas de sauver des dollars sur un segment. Je me reprends. C'est pas de sauver des scènes sur un segment
10 cents, c'est un autre segment, puis 10 cents, c'est un autre. C'est d'éliminer des segments opérationnels qui fait que tu as sauvé des dollars entiers, des gros dollars, en donnant un meilleur service aux consommateurs. Parce que the name of the game, c'est pas le détaillant, c'est pas le manufacturier, c'est pas le distributeur, c'est pas le transporteur, c'est le consommateur. Donc, il faut faciliter la vie au consommateur, il faut lui rendre ça facile, faut de la prévisibilité et de la facilité. Fait que le next step est dans la technologie et là-dedans, c'est d'intégrer ces segments-là. C'est ce qu'on s'affaire à travailler déjà depuis quelques années, là, mais plus intensément actuellement. OK. Wow. Fait que de beaux défis intéressants. On pense que ça ouvre le marché. Ben oui, absolument. Fait que de beaux défis en avant pour la prochaine phase de croissance de la belle entreprise multigénérationnelle. Exact. Hey, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer, Jean-François. Normand, qu'est-ce que tu retiens de l'entrevue? Ben moi, ce que je retiens, c'est qu'à travers le parcours, vous avez su vous adapter puis vous faire accompagner quand c'était nécessaire. Puis ça, là, c'est pas toujours évident quand l'entrepreneur pense qu'il y a réponse à tout, puis que, surtout dans ces exemples, tu sais, tu disais que ton père, écoute, c'est un fonceur, il y avait la solution à tout. Tu sais, quand on a eu ça comme exemple, puis de se faire donner les rênes qu'on s'est fait donner, ben, tu l'as pas volé, hein, t'es allé le chercher, t'as travaillé pour. Mais de se faire accompagner, c'est pas un aveu d'échec. Moi, je pense que c'est un aveu qu'on est gagnant là-dedans. Absolument. Qu'on devient plus fort. Puis félicitations pour ça. Bien heureux d'avoir que, à cause de ces décisions-là, vous êtes rendu ce que vous êtes rendu. Puis ça vous permet de continuer de rêver et d'avoir une vision pour le futur. Merci, Normand. Moi, j'ai rencontré aujourd'hui un homme très familial. Oui. Ça transparaît dans toute ton histoire, évidemment, élevé à côté des grands-parents. T'as 4 enfants toi-même, t'es grand-père toi-même. Puis j'ai l'impression que t'as amené cette nature-là dans ton entreprise. Quelqu'un de très humble aussi. Tu t'as pas eu peur de nous dire que à l'université, c'était pas ton affaire tant que ça. T'as pas peur de dire que dans certaines situations, tu paralyses. Puis un peu comme Normand, ben tu vas aller pallier, comme Normand dit, tu sais, pallier à ces faiblesses-là en t'entourant du bon monde. Fait que ça, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Tout le parcours avec ton défi 2009, pas mal intéressant d'avoir entendu ça, 2009-2019. De voir comment des fois une situation peut glisser puis qu'on l'adresse pas vraiment. Pourtant, elle est là. On l'adresse pas vraiment. On la connaît puis on essaie de l'enterrer avec d'autres choses. Ouais. Fait que, à ne pas faire. À ne pas faire. Fait que c'est un beau cadeau pour ceux qui ont écouté l'entrevue d'aujourd'hui. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.